C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. On va tous mourir. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes sur Radio Virus, la radio des survivants. Commençons cette nouvelle émission avec un point sur le coronavirus dans la belle ville de Londres. Ici, Londres. Tandis qu'en France, nous en sommes au 3e jour du confinement, les autorités britanniques commencent à peine à prendre la mesure de l'épidémie de Covid-19. Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé hier la fermeture à compter de vendredi des écoles et des universités. Jusqu'ici, le gouvernement britannique et l'ensemble de la population continuaient de vivre selon le traditionnel flegme anglais « Keep calm and carry on », c'est-à-dire « rester calme et continuer ». On pourrait également dire, selon la doctrine chère aux libéraux, « laisser faire, laisser passer ». Il est vrai que pour le moment, le Royaume-Uni ne compte que 2644 personnes infectées par le virus et 71 décès. Pourtant, rien que sur Londres, ce sont 900 cas confirmés, soit 34% des cas recensés au Royaume-Uni, et 34 personnes décédées. Avec près de 9 millions d'habitants, la mégalopole londonienne est une véritable bombe à retardement. Jusqu'à ces dernières 48 heures, seules quelques entreprises avaient pris sur elles d'inviter leurs salariés à rester chez eux. Mais cela prenait la forme d'une suggestion plus que d'une obligation. Et de nombreuses personnes continuaient d'emprunter les lignes bondées du métro londonien chaque jour. C'est le cas par exemple de Julius, analyste en finance, à qui l'on demande de continuer à se rendre au travail. Mais depuis 24 heures, la rumeur enfle que la capitale entrerait bientôt elle aussi en confinement. Symbole par excellence des métropoles globalisées, qui comptent plus de résidents étrangers que d'Anglais, Londres va bientôt se voir abandonnée par son dieu capital. Déjà, les réseaux téléphoniques sont saturés. Ross, un Écossais de 30 ans qui travaille sur place, nous confiait que les supérettes locales sont dévalisées. Même son de cloche du côté d'Audrey, une Française de 34 ans qui souffre d'une otite et n'a pu trouver ni paracétamol, ni produits de première nécessité comme le papier toilette. Les Anglais seront bientôt in big shit, comme ils disent là-bas. Dans son dernier papier, le journaliste politique anglais James Kirkup constate la fragilité du modèle de surconsommation selon lequel vivent la plupart des foyers anglais. 27% des Britanniques choisissent ce qu'ils vont dîner quelques heures seulement en amont. Et les caddies de courses hebdomadaires ont été remplacés par les daily shoppers, c'est-à-dire que la plupart des gens vont chaque jour au supermarché acheter ce dont ils ont besoin pour le soir même, sans aucune capacité de prévision. Sans compter les consommateurs qui se reposent sur un système de box livré chez eux et qui décident pour eux ce qu'ils vont manger, la quantité et les calories ingérées. Résultat, James Kirkup établit que la crise qui se profile ne fera que révéler la terrifiante fragilité des vies modernes fondées sur les services à la demande. En Angleterre, Big Ben, figé depuis 3 ans, ne semble pas en passe de se remettre à sonner. Les Londoniens, à la suite du reste de la population anglaise, qui l'avait déjà bien compris en votant le Brexit, sont sur le point de redécouvrir la notion de temps long. Si vous cherchez des canaux de réinformation sur la situation britannique, nous vous conseillons le truculent journal Guido Fawkes, que vous pouvez trouver en ligne. Donc ça s'écrit Guido et plus loin Fawkes, ou alors la chaîne YouTube de l'insolent Paul Joseph Watson. Comme toujours, malgré le coronavirus, le monde ne s'arrête pas de tourner. Passons aux informations. L'actualité de ce vendredi 20 mars. Coronavirus, les records continuent à être battus, avec des augmentations quotidiennes du nombre de cas et de morts. En même temps, au Bangladesh, après l'annonce de leur premier mort, ils se sont réunis à 10 000 collets serrés pour prier. Ça n'aide pas beaucoup. Les mesures de confinement se renforcent dans tous les pays d'Europe. En France, cette brave Sibeth Ndiaye annonce qu'il est assez probable que le confinement se prolonge après les 15 jours annoncés. Je suis tout surpris. Le couvre-feu se déploie dans les grandes villes qui prennent des arrêtés
comme à Nice où il est interdit de sortir après 20h. Justice. Des prisonniers vont être libérés afin de faciliter la gestion de la crise dans les prisons. Il s'agit des malades et de ceux qui arrivent en fin de peine. Ça va mettre un peu d'ambiance dans les rues vides. Répression. En France, les premières gardes à vue pour non-respect du confinement ont eu lieu. Est-ce que si personne ne le respecte, ils vont parquer tous les récalcitrants dans une cellule ? Dans le Pas-de-Calais, un homme contrôlé 2 fois en 2 jours sans le papier magique risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Reste à voir si les tribunaux ont le temps de s'occuper de ça. Santé. Un symptôme passager du coronavirus serait la perte du goût et de l'odorat. Soyez prudents, faites-vous de bons petits plats, ça fait un test efficace. Société. La fin du confinement en Chine engendre une explosion des demandes de divorce. Comme quoi, loin des yeux, près du cœur, c'est pas totalement faux. Économie. Alors que la bourse repart à la hausse, Bruno Le Maire est terrorisé par l'idée d'une récession. Il demande une prime pour les Stakhanov qui vont travailler pour la sainte croissance. États-Unis. Le coronavirus n'est peut-être pas finalement une fake news des démocrates. Les gens se ruent pour acheter des armes à feu, sauf en Californie, où les étudiants refusent de terminer le spring break en avance. De toute façon, entre le Covid, le sida et la cirrhose, pas évident de choisir. Solidarité. 200 000 masques de protection, achetés et payés par les Italiens, sont bloqués par Erdogan en Turquie, qui refuse de les livrer. Je vois l'offre promo arriver. Un masque acheté, un migrant offert. Rappelons qu'en France, les soignants ont, dans de nombreux hôpitaux, un seul masque pour toute la journée, et encore. C'est tout pour aujourd'hui, à demain pour une nouvelle chronique actualité. Un des temps forts de cette émission, c'est l'heure du point politique. Si vis pacem para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Il peut paraître incongru de parler de militantisme à l'heure où les rues sont désertées et où l'on nous enjoint à rester chez nous. Le militantisme bien compris peut cependant permettre de créer, en temps de paix, des réflexes, des habitudes qui pourront le jour venu vous aider à mieux vivre, voire à vous sauver la vie. Le militantisme semble être le vestige d'un autre temps, un anachronisme largement raillé ou ignoré par nos contemporains. Pourtant, il s'agit d'un entraînement qui permet d'aguerrir, de préparer psychologiquement à travailler en groupe, lorsque la situation nous inciterait plutôt à nous comporter comme un petit animal fragile et individualiste. Mais d'abord une définition. Qu'est-ce que le militantisme ? C'est, pour faire simple, toute action, prioritairement de rue, faite en groupe afin de propager un message. Il peut prendre diverses formes qui ne sont pas l'essentiel de notre sujet. Le plus important réside dans le fait de faire des choses ensemble, là où le monde d'aujourd'hui nous incite à nous regarder le nombril. Cette communauté militante qui se crée au fil des actions, survivant aux aléas des victoires et des échecs, permet, comme dans un corps d'armée, de se connaître, de pouvoir se jauger en un coup d'œil, de placer la bonne personne au bon endroit au bon moment, d'anticiper, de repérer d'où vient le danger. C'est ce qui permet, grâce à l'habitude de travailler ensemble, de faire confiance, de pouvoir obéir sans poser de questions et sans appréhension, le jour où une situation dégénère et qu'il y a peu de temps pour agir. Le militantisme aujourd'hui, c'est un peu le scoutisme des plus de 16 ans. Ceux qui militent partent avec un sacré atout dans leur vie. Évidemment, dans la vie de tous les jours, cela n'amène pas directement une plus-value dans le travail, à part peut-être une meilleure capacité à jauger les gens. C'est dans l'adversité que cela fait toute la différence. Lorsqu'un coup dur arrive et que 1, 2, 10 se lèvent ensemble pour faire. Prendre une voiture lorsque tout s'effondre, partir dans un coin de campagne, rappeler les troupes, garder le contact, réconforter, encourager, monter une émission de radio. C'est à la fois peu et beaucoup. Nous sommes bien loin du collage d'autocollants dans les rues de Paris, et pourtant cette émission en est la continuité. Vous aussi chez vous, découvrez les joies du militantisme. Créez, échangez, partagez, organisez-vous. Le trésor n'est pas tant dans ce que vous collerez ou créerez, mais dans l'alchimie des âmes que vous élèverez ensemble et que vous mènerez bien plus loin que vous n'auriez pu l'imaginer seul. Un moment incontournable de l'émission, la critique cinéma. « 1919. La jeune Mathilde désespère. Son fiancé n'est toujours pas revenu de la guerre. Ses proches essaient de lui changer les idées, mais rien n'y fait. Elle y croit dur comme fer. Manek, son fiancé, n'est pas mort. L'amour semble plus fort que tout. S'il était réellement mort, elle le saurait. Bienvenue dans Un long dimanche de fiançailles, film français sorti en 2004 et réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Vous avez forcément déjà entendu parler de ce réalisateur.
Si, il a notamment réalisé Delicatessen, La Cité des Enfants Perdus, Alien 3 et bien sûr Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Bien sûr, je vous conseille l'entièreté de sa filmographie. Mais alors pourquoi ce film en particulier ? Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai pas lu le livre dont le film s'inspire. Je ne sais donc pas s'il y a fidélité ou non, et je vais vous le dire franchement, on s'en fiche. Tout simplement parce qu'une œuvre cinématographique se suffit à elle-même. Avec Un long dimanche de fiançailles, Jeunet continue sa lancée d'excellents films. Comme toujours, le teint jauni est au rendez-vous. Une espèce de filtre jaune qui, je trouve, donne un certain charme au film du réalisateur. C'est un film agréable à regarder visuellement. Jean-Pierre Jeunet sait manier une caméra et arrive à rendre ses films très fluides. Pour le casting, beaucoup d'acteurs sont réunis. Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Marion Cotillard, Dominique Pinon, Tiki Olgado, Clovis Cornillac, André Dussolier, Denis Lavant, Jean-Pierre Daroussin, Albert Dupontel, Tchéky Cario, Jean-Paul Rouve et assez étonnamment l'actrice américaine Jodie Foster qui parle parfaitement le français. Beaucoup d'acteurs dont certains sont méconnaissables en poilus de la Première Guerre mondiale. Un long dimanche de fiançailles est un film historique. Il s'inscrit dans une période de l'histoire, mais ici, le réalisateur a choisi de raconter une fiction. C'est toujours plus simple, car cela permet de ne pas se taper les éternels « historiquement, c'est faux ». En effet, ce qui est important dans un film historique, à mon sens, c'est le respect, non pas à la lettre près de l'histoire, mais de l'ambiance d'une époque. Le film appartient au réalisateur. Celui-ci délivre donc sa propre vision d'un événement passé. Il faut donc, dans un film, voir si les décors, costumes et paysages retranscrivent bien l'époque. En ce sens, Un long dimanche de fiançailles est une totale réussite. Dans les films que j'ai pu voir sur la Première Guerre mondiale, jamais je n'ai vu une telle retranscription. Lorsqu'on regarde ce film, on ressent l'horreur des tranchées et de l'après-guerre. Cette génération brisée par une guerre industrielle qui n'en finissait plus. Les soldats marqués à jamais, que ce soit physiquement ou moralement. Le tour de force d'arriver à rendre un hommage à nos soldats morts pour la France tient au scénario. En effet, Mathilde, héroïne du film, réalise son enquête pour retrouver Manek, son fiancé, en interrogeant diverses personnes l'ayant croisé dans les tranchées. Chaque témoignage se transforme en flashback et donc en une vision à chaque fois différente de la guerre. C'est un très beau film sur l'espoir et l'amour, une vision critique et juste sur la der des der. Regardez ce film, regardez la filmographie de Jean-Pierre Jeunet et regardez des films français. Poursuivons ce grand moment de culture avec la chanson du jour. L'Eurovision ayant été annulée, c'est l'occasion d'écouter le morceau phare du groupe Little Big qui devait y représenter la Russie. Écoutons donc Everyday I'm Drinking, morceau fort à propos en cette période de confinement et de télétravail. Mais surtout, n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. No future, no wish. This is
Revenons encore une fois à la politique. Qu'entendons-nous par le terme cité ? Nous nous imaginons les banlieues dites difficiles, telles qu'on en trouve en Seine-Saint-Denis, puis, dans notre pensée, vient l'image des cités-États comme Athènes ou Sparte. Mais pouvons-nous confronter ces deux concepts qui semblent plutôt différents ? D'un côté, des barres d'immeubles avec des jeunes en jogging traînant toute la journée dans les rues et sur les bancs publics, et de l'autre, les mythiques cités de la Grèce antique, symbole d'une vraie politique servant le bien commun. Dans les deux cas de figure, les habitants se rassemblent pour l'intérêt général, à la différence que dans la cité grecque, on use de la politique pour le bien commun. Les citoyens se rassemblent pour le bien vivre de l'ensemble de la communauté. Alors qu'en banlieue, les dealers, les trafiquants et autres wesh se mettent en communauté non pas pour un bien, mais seulement par intérêt qui donne des bénéfices toujours aux mêmes personnes. En cette période de coronavirus, le sens du mot cité prend de plus en plus de sens. En banlieue, le commerce tourne encore, voire il augmente. Nous autres avons le choix. Rester tranquillement chez nous en matant Canal+ parce que c'est gratos, ou alors se bouger et aller bosser avec les autres pour rendre service à la communauté. En cette période de crise, tout membre d'une communauté se doit d'agir dans le sens de la cité et donc dans le sens du bien commun. Si un des membres de la communauté est en difficulté, tu te dois de lui venir en aide. Son devoir à lui est de faire de même. La cité est un tout, une seule et même personne composée de plusieurs individus. Tu fais partie de ce tout. C'est pour cela que chaque membre de la cité doit bien saisir sa propre importance. Il fait partie d'un ensemble solidaire qui nécessite de la force, du courage et de l'esprit de corps. La cité ne représente pas seulement la vie communautaire ou une organisation d'un groupe social. Elle constitue la finalité du combat politique de l'homme. Cette idée de la cité politique doit nous questionner sur la situation actuelle. Quelle doit être notre visée politique en ce temps d'épidémie ? Que pouvons-nous faire ? Quelle pierre apporter à l'édifice ? Comment puis-je aider mes camarades ? Ces questions doivent nous faire réfléchir au sens que nous donnons à la cité. Suis-je prêt à me sacrifier pour la cité, pour le bien commun, ou est-ce que je préfère rester dans mon confort bien agréable ? Il faut être prêt à tout. Ne pas se terrer dans sa banlieue à grappiller les maigres miettes d'un butin sans gloire. Il faut plutôt préférer la vaillance et la cohésion, preuve d'un courage et d'une vraie force politique telle que l'avaient les Athéniens ou les Spartiates. Dans tous les cas, le choix te revient. Passons à la chronique culturelle avec une situation qu'a déjà connue la France. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment lutter contre la peste. Alors il existe de nombreux moyens de se protéger de la peste, mais je vais ici vous en présenter quelques-uns. Libre à vous ensuite de les reprendre ou d'en proposer d'autres. Une première méthode consiste à jeter des cailloux aux personnes que vous ne connaissez pas et qui s'approchent de vous. Qui sait, peut-être qu'elles sont elles-mêmes contaminées. La méthode a déjà prouvé son efficacité sur de nombreux sujets, parce que les cailloux, quand même, ça peut faire mal. À défaut de cailloux, vous pouvez remplacer ceci par tout ce qui vous tombe sous la main, des pommes de terre, des tomates, des œufs, sans abuser non plus, car il serait assez stupide de gâcher ses provisions en pleine épidémie. Un autre moyen de se protéger de la peste est de se confectionner une tenue de protection. On a probablement tous en tête l'image des médecins d'antan qui portaient une grande cape avec un masque, des gants, une sorte de bec de cormoran, afin de pouvoir soigner les malades sans pour autant être infectés à leur tour. Là, je vous laisse faire appel à votre imagination. Puisque la peste se transmet par les rongeurs, autant lutter en cessant tout simplement de consommer de la viande de rongeurs. Les brochettes de rat au barbecue, ça peut paraître appétissant, je sais, mais pour ne pas choper la peste, mieux vaut éviter. Un autre moyen d'éviter la peste est de pratiquer l'autoflagellation. Donc celle-ci se pratique la plupart du temps en groupe, les flagellants défilant dans les rues, en se flagellant en cadence pour expier leurs fautes, en espérant que la maladie les épargne. Voyons maintenant quelques remèdes, des fois que vous ayez déjà attrapé la maladie. Il en existe de nombreux, donc principalement à base d'animaux morts, de sécrétions, de bave ou de sang. Plein de bonnes choses, me direz-vous. On trouve aussi des remèdes à base de grenouilles posées sur le bubon ou encore d'opium. Enfin, un dernier remède, c'est la saignée. Alors c'est très simple, on prend un couteau, on incise la peau et on attend que le sang coule. Ainsi, le sang infecté quitte le corps et on a des chances de guérir. On peut aussi massacrer tout le monde, comme ça on est au moins sûr que plus personne ne tombera malade. Mais c'est de la médecine préventive.
Quand on voit les images des camions qui évacuent les cadavres en Italie, on se dit que pour une fois, on n'a pas eu besoin de chambre à gaz pour que les crématoriums tournent à plein régime. Bon, plus sérieusement contre la peste et contre les épidémies en général, il existe d'autres moyens. Le premier moyen de lutter contre les épidémies, ça reste l'hygiène. Adopter les bons réflexes ne mange pas de pain et permet parfois d'enrayer la propagation de la maladie. Ensuite, si ces mesures ne suffisent pas, alors il n'y aura pas d'autre choix que de confiner tout le monde pour enrayer la propagation de la maladie et attendre qu'elle ne s'éteigne d'elle-même en soignant autant que faire se peut les individus déjà malades. Pour sortir de notre confinement, je vous propose une balade à Londres. Promenons-nous maintenant à Kensington Gardens à Londres. Un parfum de printemps flotte dans l'air, tandis que nous passons le grand portail en fer forgé qui marque l'une des entrées des jardins de Kensington. Les cerisiers japonais sont déjà en fleurs et parsèment les allées qui vous conduisent directement devant le palais de Kensington, résidence actuelle du duc et de la duchesse de Cambridge, William et Kate, héritiers au trône. Situés à l'ouest d'Hyde Park, les jardins de Kensington sont l'un des plus agréables parcs royaux de la capitale britannique. Et son cadre poétique a notamment inspiré l'un des personnages les plus célèbres de la littérature enfantine, le fameux Peter Pan de G.M. Barrie. Les éternels rêveurs pourront d'ailleurs partir à la recherche de la statue de l'emblématique garçon perdu, caché au cœur de ce parc d'environ 1 km². Créé en 1689, Kensington Gardens fut le terrain de jeu privilégié des souverains britanniques, comme Guillaume III, qui aimait s'y réfugier pour être au calme. Mais c'est sous le règne du roi Charles II, par l'intermédiaire de son épouse, la reine Caroline, que ces jardins devinrent véritablement un parc, dont la marque la plus distincte reste le fameux Round Pound, littéralement étang rond. C'est un bassin artificiel d'où partent en étoile les principales allées du parc. De là, vous pourrez vous arrêter pour acheter une glace, avant d'emprunter Flower Walk pour une promenade sillonnant un véritable jardin à l'anglaise. Si vous êtes avec vos enfants, vous ferez des heureux en les conduisant au Diana Memorial Playground, un parc de loisirs construit en mémoire de la défunte princesse de Galles. Vous pourrez aussi faire une pause à l'ombre de l'impressionnant mémorial du prince Albert, l'époux de la reine Victoria, ou même vous téléporter aux Pays-Bas en rêvassant au cœur du jardin hollandais garni de tulipes multicolores. Au fil de la Serpentine, le cours d'eau qui traverse les jardins de Kensington, c'est un voyage à la découverte de l'Empire britannique qui vous attend. Vous y croiserez de nombreuses statues des personnages phares de l'époque, comme celle de la reine Victoria bien sûr, mais également Edward Jenner, inventeur de la vaccination contre la variole, ou encore un obélisque dédié à John Hanning Speke, explorateur qui a découvert les sources du Nil. On vous conseille cependant d'éviter la Serpentine Galerie, qui abrite aujourd'hui un musée d'art contemporain dont les œuvres ne représentent que peu d'intérêt pour ceux qui recherchent la beauté ou la vérité. Si vous passez jusqu'à Hyde Park, laissez-vous tenter par une incartade au Speaker's Corner. Donc littéralement, c'est le coin de l'orateur où chacun est encore libre aujourd'hui de déclamer ses diatribes devant un public conquis ou non. Mais revenons à la culture avec la chronique littéraire. Tolkien. Qui était l'auteur du Hobbit et du Seigneur des Anneaux ? De l'orphelin éduqué dans le Birmingham des années 1910 à l'universitaire brillant de l'université d'Oxford, en passant par le mari et père aimant, je vous propose de parcourir la vie de cet homme proprement génial. Selon une légende familiale, les Tolkien descendraient d'une famille noble de Saxe dont le nom signifiait téméraire, les Tolkun, et qui aurait émigré en Angleterre au début du XIXe siècle. Le père de John Ronald meurt alors que Tolkien a 4 ans. C'est sa mère qui fait sa première instruction. Tolkien apprend ainsi l'écriture, en particulier l'écriture calligraphiée, que sa mère maîtrise parfaitement, et qu'il utilisera tout au long de sa vie pour embellir ses manuscrits. Les langues, dont le latin, l'allemand ou encore le français, qui ne lui plaît pas vraiment, et l'étymologie, ainsi que la botanique, les mathématiques ou encore le dessin. Il commence également à lire par lui-même et fait ainsi la découverte des histoires d'indiens et cow-boys, ainsi que des contes arthuriens qui formeront un terreau fertile pour ses propres récits fantastiques. Vers 1900, sa mère se convertit au catholicisme et perd ainsi le soutien financier de son beau-père. Tolkien sera ainsi instruit dans la foi catholique.
Lors de la séparation d'avec son père, alors qu'il avait 4 ans, puis d'avec sa mère lorsque celle-ci est tombée malade, le jeune Tolkien correspond avec eux par des lettres et des dessins. Malheureusement, ses espoirs sont déçus. Tolkien se retrouve orphelin à 12 ans. Avant de mourir, sa mère confie son éducation au père Morgan. Tolkien se lie d'amitié avec ses cousines, avec qui il invente des langues. L'animalique, langage principalement formé de noms d'animaux, puis le neuf-boche, ou nouveau non-sens. Tolkien devient joueur de rugby et compense son poids par sa férocité, d'après ses propres mots, ce qui lui vaut de devenir capitaine de son équipe. Il fait la connaissance d'Edith Bratt, jeune orpheline de 3 ans son aînée, qui vit dans la même famille que lui. Il se lie immédiatement d'amitié avec elle. 1 an et demi plus tard, ils commencent une relation amoureuse. Ils sont contraints de se séparer car le père Morgan veut que Tolkien termine ses études. 3 ans plus tard, Tolkien recontacte Edith et la demande en mariage. Edith quitte alors le fiancé qu'elle avait accepté par dépit et se convertit à la foi catholique. Tolkien termine ses études puis s'engage dans l'armée anglaise en 1914. Il se marie en 1916 avec Edith et quelques jours plus tard reçoit un ordre de mission pour partir combattre en France, ce qui est pour lui un déchirement. L'année 1917, l'état de santé de Tolkien le contraint au repos. Sa convalescence est l'occasion pour lui d'avancer son légendaire. Les premiers contes perdus font ainsi leur apparition, en particulier Tuor et les exilés de Gondolin, dont Tolkien puise les éléments dans sa participation à la Première Guerre mondiale. Il développe ses langues, augmentant son lexique kenya et inventant une seconde langue, le Gold-Green, qui deviendra bien plus tard le Sindarin. En juin 1917, alors qu'Edith et lui se promènent au cœur du bois de Roos, elle danse pour Tolkien au milieu d'une clairière de ciguë. L'épisode aura un impact majeur pour le légendaire, puisqu'il donnera naissance à l'histoire de Beren et Lúthien, dans laquelle l'homme Beren tombe amoureux de la princesse elfe Lúthien après l'avoir vue danser dans la forêt. Elle était ma Lúthien. Je n'ai jamais appelé Edith Lúthien, mais elle était à l'origine de l'histoire, qui devint progressivement la partie principale du Silmarillion. Elle a été conçue dans une clairière remplie de ciguë à Roos dans le Yorkshire. À cette époque, ses cheveux étaient d'un noir de jais, sa peau claire, ses yeux plus brillants que tu les as connus, et elle savait chanter et danser, dit Tolkien. Après la guerre, Tolkien s'installe à Oxford et devient professeur. Ses travaux de philologue font encore référence aujourd'hui. Dans les années 1920, Tolkien commence à inventer des histoires pour distraire ses enfants. Le Hobbit est ainsi issu d'un conte imaginé par Tolkien pour ses enfants. En outre, Tolkien écrit chaque année une lettre illustrée qui est censée venir du Père Noël pour ses enfants. Ainsi, Tolkien écrit, dessine, peint et calligraphie pour sa famille et pour notre plus grand bonheur. Passons maintenant à l'éphéméride. C'est notre Raïs à nous, c'est monsieur René Coty, un grand homme. Il marquera l'histoire, ou pas. Du coup, nous ne parlerons pas de la naissance le 20 mars 1882 de cet ami des peuples exotiques. Nous ne nous attarderons pas non plus sur l'élection des représentants du peuple au Cambodge en 1976, où, à la surprise générale, les Khmers rouges raflèrent la totalité des sièges. Restons pragmatiques. Et comme le monde est aux crises sanitaires provoquées par des humains qui boulottent des animaux, qui eux-mêmes bouffent n'importe quoi, nous parlerons de la vache folle. C'est donc le 20 mars 1996 que le monde apprit que l'encéphalopathie spongiforme bovine, c'est un tantinet longué mais c'est scientifique, était transmissible à l'homme via la consommation de produits carnés. La maladie bovine, découverte une décennie auparavant, se manifestait chez l'homme par des symptômes semblables à la maladie de Creutzfeldt-Jakob, trouble de l'équilibre, de la sensibilité et démence. Les scientifiques attribuèrent l'origine de la crise à l'utilisation de farine animale pour l'alimentation des bovins. Coucou le cannibalisme. La crise fut enrayée, bien que quelques cas bovins apparaissent sporadiquement. Du côté humain, cette épidémie fit 300 morts avérés en plusieurs années, mais rassurez-vous, chers auditeurs, ils étaient anglais pour la plupart. Et parce qu'il faut bien rire de tout, la blague du jour. Mon coup n'est pas fatal, mais je fais parfois mal. Souvent dressé, je sens bon la marée. Qui suis-je? Ah mais je sais pas, hein, Faboto. Perdu, c'est ma bite.